Il existe des images que semblent figées dans le temps. Des photographies qui ne sont pas seulement des témoins du passé, mais aussi des fenêtres ouvertes sur des destins troublants. Elles paraissent ordinaires au premier regard. Mais lorsqu'on connaît leur contexte, leur histoire, ou les rumeurs qui les entourent, elles prennent une dimension inquiétante. Dans ce dossier, nous allons examiner 4 clichés devenus célèbres. 4 instants immortalisés, qui soulèvent encore aujourd'hui des questions. 11 septembre 2001. À 8h46, le premier avion percute la tour nord du World Trade Center. Quelques minutes plus tard, le monde entier regarde en direct ce qui semble irréel, 2 gratte-ciel en flammes, une ville paralysée par la stupeur. Dans cette confusion, un photographe de l'agence Associated Press, Richard Drew, se trouve sur place. Il a couvert des dizaines d'événements au cours de sa carrière. Mais ce qu'il s'apprête à immortaliser ne ressemble à rien de ce qu'il a vu auparavant. Parmi les milliers de personnes piégées dans les étages supérieurs, certaines prennent une décision impensable. Sauter. Se jeter dans le vide, à plus de 300 mètres de hauteur. Richard Drew déclenche son appareil. Une silhouette tombe, raide, parfaitement alignée. Se jeter dans le vide, à plus de 300 mètres de hauteur. Richard Drew déclenche son appareil. Une silhouette tombe, raide, parfaitement alignée. Cette photo sera connue sous le nom de The Falling Man. Elle est publiée dès le lendemain, le 12 septembre, dans plusieurs quotidiens américains, dont le New York Times. Montrer cette image revient à forcer les gens à regarder l'instant exact où une vie bascule. Qui est cet homme ? Pendant des années, les journalistes, les familles, les témoins ont tenté d'apporter une réponse. Certains indices laissent penser qu'il pourrait s'agir de Jonathan Briley, technicien sonore de 43 ans travaillant au restaurant Windows on the World. Son corps correspond à la silhouette, la corpulence, les vêtements. Mais aucune preuve définitive n'a jamais confirmé son identité. Cette incertitude participe au mystère. L'homme qui tombe n'a pas de nom. Il pourrait être n'importe qui. Et c'est peut-être pour cette raison que la photo touche autant. Elle devient une représentation universelle des victimes. Le cliché suscite aussi un débat éthique. Fallait-il le montrer ? Les médias avaient-ils le droit d'exposer une mort aussi intime, sans le consentement de la famille ? Certains journaux retirent la photo de leurs archives, d'autres refusent de la republier. Mais malgré la censure, l'image circule encore aujourd'hui. Pour les historiens, The Falling Man est un document unique. Il illustre une réalité souvent passée sous silence, près de 200 personnes se sont jetées dans le vide ce jour-là. Un détail rarement évoqué, parce qu'il dérange. Mais cette photo l'impose, froidement, sans détour. Visuellement, l'image intrigue. La posture du corps semble presque ordonnée, comme figée dans une verticalité parfaite. Certains observateurs ont même parlé d'une étrange sérénité. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion de l'instantané. Mais c'est peut-être ce qui rend cette photographie si perturbante, elle semble contenir une forme de calme, au cœur du chaos. Plus de 20 ans après, The Falling Man continue de hanter la mémoire collective. Ce n'est pas seulement la photo d'un homme qui tombe. C'est le symbole d'un choix impossible, d'une tragédie collective ramenée à une silhouette solitaire. Certains disent que ce n'est qu'un cliché parmi d'autres. D'autres y voient un rappel troublant, parfois, l'histoire ne se raconte pas avec des mots, mais avec une chute silencieuse, suspendue entre le ciel et la terre. Année 1919. La Première Guerre mondiale vient de s'achever. Des millions de soldats rentrent chez eux, marqués à jamais par les tranchées, le bruit des canons, les visages de leurs camarades tombés. Cette année-là, un escadron de la Royal Air Force britannique se rassemble pour une photo de groupe. Les hommes posent, en uniforme, sérieux mais soulagés. Le conflit est terminé. C'est une image de camaraderie, de survie. Mais lorsqu'on développe la photographie, quelque chose d'étrange apparaît. Derrière la dernière rangée de soldats, un visage se distingue nettement. Un visage qui ne devrait pas être là. Ceux qui examinent la photo reconnaissent immédiatement la personne. Il s'agirait de Freddie Jackson, un mécanicien de l'escadron. Mais il y a un détail troublant, Freddie Jackson est mort 2 jours plus tôt, dans un accident d'hélice. Comment son visage peut-il apparaître parmi ses camarades ? Était-ce une coïncidence, une illusion créée par les ombres ? Ou bien, autre chose ? L'histoire se répand rapidement parmi les aviateurs. Beaucoup affirment que Freddie, attaché à son escadron,
aurait le posé une dernière fois avec eux, comme s'il refusait de quitter ses compagnons. Pour d'autres, il s'agit simplement d'une surimpression photographique. À l'époque, les plaques utilisées dans les appareils pouvaient garder une trace d'une image précédente. Un défaut technique pouvait alors superposer deux visages sur un même cliché. Mais cette explication rationnelle ne satisfait pas tout le monde. Car ceux qui ont connu Freddy reconnaissent formellement ses traits, le front, le sourire discret, même la casquette légèrement inclinée. Trop de détails pour n'être qu'un hasard. Ce cliché devient alors un exemple classique de photographie de fantôme. Ces images mystérieuses étaient déjà populaires au XIXe siècle, souvent utilisées par des médiums pour prouver l'existence d'un au-delà. Mais dans le cas de Freddy Jackson, il ne s'agit pas d'un montage volontaire, ni d'une supercherie commerciale. C'est une photo militaire officielle. Les historiens s'accordent à dire que l'image est authentique, mais le débat reste entier sur son origine. Était-ce vraiment un défaut technique, ou un témoignage visuel d'une présence persistante? Pour les familles et les camarades de Freddy, la réponse importe peu. L'image est perçue comme un signe de loyauté, un dernier salut à ceux qui l'avaient servi aux côtés. Aujourd'hui encore, la photo circule dans les ouvrages spécialisés et sur Internet, citée comme l'un des plus célèbres cas de photographie paranormale. Certains y voient une preuve troublante de l'existence de quelque chose au-delà de la mort. D'autres rappellent que la photographie, surtout à ses débuts, était sujette à de nombreux artefacts. Mais une question persiste, plus dérangeante. Pourquoi le visage de Freddy est-il si net, si précis, comme s'il avait vraiment été présent ce jour-là? Certains pensent que ce n'est qu'un hasard. D'autres, au contraire, affirment que la mémoire des hommes ne disparaît pas si facilement, et que parfois, elle se grave jusque dans l'émulsion d'une pellicule photographique. Une maison de banlieue, aux États-Unis. Année 1950, selon la plupart des versions. Une famille se réunit pour une photo, un soir, probablement à l'occasion d'un déménagement ou d'un dîner important. La scène est banale, les Cooper posent autour de la table. Deux enfants sourient, la mère ajuste sa posture, le père déclenche l'appareil. Rien ne laisse présager qu'il s'agit d'une photo différente des autres. Mais lorsqu'on développe le cliché, un détail glaçant apparaît. À gauche de l'image, suspendu dans l'air, on distingue la silhouette d'un corps qui semble tomber tête en bas. Un corps humain, dont les traits sont flous mais reconnaissables, les bras, les jambes, la tête. Comme si quelqu'un venait de chuter du plafond, au moment exact où la photo a été prise. La famille aurait été bouleversée en découvrant l'image. Certains racontent que les Cooper auraient quitté la maison peu de temps après, convaincus qu'elle était hantée. Mais très vite, des doutes émergent. L'histoire ne figure dans aucun journal d'époque, aucun registre officiel. La photo réapparaît seulement des décennies plus tard, sur Internet, sans source vérifiable. Ce détail soulève une question fondamentale, l'image est-elle authentique? Pour les sceptiques, il s'agit d'un montage. Un simple collage photographique, réalisé à une époque plus récente pour créer une légende urbaine. L'ombre du corps, disent-ils, ne correspond pas à l'éclairage de la pièce. Le grain de la silhouette n'est pas identique à celui du reste de la photo. Pourtant, d'autres affirment que l'image a été analysée et ne montre aucun signe évident de manipulation. Si c'est un faux, il serait particulièrement sophistiqué. Le mystère grandit. Qui était cette famille Cooper? A-t-elle réellement existé? Et surtout, qui est ce corps qui apparaît en arrière-plan? Les versions divergent. Certains disent qu'il s'agirait d'un ancien propriétaire de la maison, mort dans des circonstances tragiques. D'autres affirment qu'il s'agit simplement d'une légende inventée à partir d'une photo modifiée, destinée à circuler comme une histoire effrayante dans les débuts d'Internet. Mais ce qui rend l'image si troublante, ce n'est pas seulement le doute sur son authenticité. C'est le contraste entre la normalité de la scène familiale et la présence de cette figure suspendue. Deux réalités qui coexistent en un seul instant, immortalisées par un flash. Aujourd'hui, la photo de la famille Cooper est devenue un classique des forums et des sites consacrés aux images mystérieuses. Elle est souvent citée comme exemple de preuve photographique de phénomènes paranormaux, même si aucune enquête historique sérieuse n'a jamais confirmé son origine. Certains disent que ce n'est qu'une supercherie, une illusion née du numérique. D'autres y voient la matérialisation visuelle d'un souvenir tragique, figé dans les murs d'une maison ordinaire. Une chose est certaine, qu'elle soit vraie ou fausse, la photo des Cooper continue de déranger. Parce qu'elle nous rappelle que, parfois, même les moments les plus anodins peuvent cacher une présence invisible, prête à se révéler sous l'objectif.
Printemps 1943. Varsovie, capitale polonaise occupée par les nazis. Dans un quartier muré, isolé du reste de la ville, vit la plus grande population juive enfermée dans un ghetto. La famine, la maladie, les exécutions font déjà des milliers de victimes. En avril, les nazis lancent une opération brutale, liquider définitivement le ghetto. C'est le soulèvement, une résistance désespérée menée par quelques centaines de combattants, mal armés, contre une armée écrasante. Au milieu de cette opération, des photographes militaires allemands documentent la répression. L'un d'eux capture une scène devenue emblématique. Au premier plan, un enfant d'une dizaine d'années, vêtu d'un manteau trop grand, les mains levées au-dessus de la tête. Son visage exprime à la fois la peur et l'incompréhension. Derrière lui, une femme le regarde, d'autres civils juifs l'entourent, tous forcés de sortir de leurs abris. La photographie sera intégrée dans un rapport officiel des SS, intitulé « L'insurrection du ghetto de Varsovie est terminée ». Mais l'image, au-delà de son contexte propagandiste, échappe rapidement au contrôle de ses auteurs. Elle devient le symbole universel de l'innocence confrontée à la brutalité. Qui était ce garçon ? La question hante les historiens depuis des décennies. Plusieurs identités ont été proposées. Certains affirment qu'il s'agirait d'Artur Dabsimiatek, un enfant disparu à Varsovie. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de TSV Nussbaum, survivant qui a raconté avoir été arrêté à cet âge par les nazis. Mais aucune preuve définitive n'existe. Ce mystère renforce la puissance de l'image. Car l'enfant, sans nom certain, devient une figure universelle. Il représente tous les enfants du ghetto, tous les innocents pris dans la violence de la guerre. Pendant des années, la photo a été reproduite dans les manuels d'histoire, les expositions, les documentaires. Elle illustre non seulement l'horreur de l'Holocauste, mais aussi la manière dont une simple image peut condenser une réalité entière, la vulnérabilité, la peur, la perte d'innocence. Pourtant, certains chercheurs rappellent que cette image, comme toute photographie de guerre, doit être regardée avec précaution. Le contexte exact, le moment précis, les intentions du photographe, tout cela influence la manière dont nous l'interprétons. Était-ce un instant choisi par un soldat pour montrer la victoire allemande ? Ou bien, malgré lui, a-t-il capturé l'instant le plus accablant de la barbarie qu'il servait ? Ce qui est certain, c'est que le regard de l'enfant traverse les décennies. Ses yeux, fixés sur une menace invisible hors du cadre, nous obligent encore aujourd'hui à réfléchir. Certains disent que ce n'est qu'une photo de guerre parmi d'autres. D'autres y voient un rappel dérangeant, dans chaque conflit, au-delà des chiffres et des batailles, il reste des visages, des destins fragiles et des mains d'enfants levées vers l'inconnu. 4 images, 4 histoires, chacune portant son lot de mystères et de questions sans réponse. Mais ce ne sont pas les seules. D'autres photographies, d'autres destins troublants attendent encore d'être découverts. Si vous voulez en connaître davantage, regardez les autres vidéos consacrées à ces récits perturbants.